L'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au 19h50. Voici les titres à la une de l'actualité ce mardi. « 35 personnes froidement assassinées dans l'un des assauts les plus violents perpétrés par les combattants séparatistes dans la région du Sud-Ouest. Le ministère de la Défense évoque ce mardi une alerte maximale alors qu'il y a encore quelques heures, un point de la gendarmerie nationale était attaqué dans les Bamboutos. Un acte toujours attribué aux bandes armées séparatistes qui semblent redoubler d'efforts dans leur quête ensanglantée. Et c'est dans le calme tout de même que les 4100 candidats au GCE dans la région du Sud-Ouest ont pris part aux premières épreuves ce matin. Nous ferons le point du démarrage de cet examen dans la ville de Buea. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus au 19h50 sur Canal 2 International. La région de l'Ouest subit un nouvel assaut séparatiste. Une incursion d'hommes armés à la gendarmerie de Babadjou a été enregistrée la nuit dernière. Après échange nourri de coups de feu, justement, les forces de défense ont pu maîtriser les combattants séparatistes. Ils avaient eu le renseignement de la préparation de cette attaque. Quelques-uns des assaillants ont été arrêtés par les éléments de la gendarmerie. Si on note 3 blessés, c'est un bilan sanglant qui a été évité de peu. Cependant, la tragédie n'a pas pu être évitée. Plus loin, dans la région du Sud-Ouest, cette fois-ci, un assaut d'une violence sans précédent des séparatistes dans cette partie du pays. À Akwaya, précisément, 32 civils ont été assassinés lors de l'attaque du domicile du député Aka Martin. Le communiqué du ministère de la Défense évoque une alerte maximale des forces de défense. Les précisions dans cet élément que nous propose David Sandio. Dans son communiqué, le ministre de la Défense commence par un rappel des faits. Le 25 juin 2022, aux environs de 4 heures du matin, les bandes armées ont attaqué la localité de Baling dans l'arrondissement d'Akwaya, département de la Maniou. Le communiqué précise qu'une centaine de personnes lourdement armées ont fait irruption dans le domicile du député Martin Aka, où se trouvaient de nombreuses personnes réunies à l'occasion des obsèques d'un proche. Des tirs nourris à l'aveugle sur la foule, puis les assaillants mettront le feu sur le domicile où se trouvait la dépouille avant de fondre dans la nature. Ils vont également attaquer le poste de gendarmerie de cette localité, incendier des habitations ainsi que le centre de santé de Baling, provoquant d'ailleurs la colère de la population. Au décompte, 32 civils tués, parmi lesquels 5 de nationalité nigériane. Le centre de santé de cette localité et une cinquantaine de maisons partis en fumée. Dans la riposte, 4 séparatistes ont été neutralisés et bien d'autres blessés. Les actions de ratissage se poursuivent sur le terrain, indique le communiqué. Et les troupes restent en alerte. Décidément, la mort rôde, un corps sans vie retrouvé ce week-end dans une rivière du village Toussoun à Babadjou, dans la région de l'Ouest Cameroun. Selon les premiers témoignages glanés sur place, il s'agirait d'un jeune de la localité disparu le 2 juin dernier. Il a été identifié finalement. Les détails dans ce récit signé Jovial Tassonkang. Voici le corps sans vie de Hugues Fomat, surnommé Malien. À première vue, mort noyé. Porté disparu il y a environ 3 semaines dans des circonstances encore floues, c'est finalement dans cette rivière à près de 3 km de son domicile au quartier Bamelo par Bouddha dans la région de l'Ouest que ce jeune de 24 ans a fini son parcours. Les effluves nauséabondes auront attiré l'attention d'un passant qui se fiera de son odorat au point de faire la sombre découverte d'un corps en putréfaction. Ce matin, j'ai un petit frère qui vient vers là. Il est revenu vers 7 heures, aux environs de 7 heures. Il me dit qu'il est comme ça.
Comme je connais le lieu là, il me dit qu'en passant, il a entendu une odeur. Et en regardant, il a vu quelque chose dans l'eau comme un corps. La radio ayant annoncé la disparition du jeune homme, c'est par ce même canal que notre témoin passera le message de sa découverte macabre. Il y a des radios à Tumanka qui a un gars Bamelo qu'on cherche, on ne retrouve pas. J'ai directement appelé la radio pour dire que voilà, ce matin on a trouvé un corps décomposé, qu'il faut que s'ils ont les mots des concernés, qu'on les appelle, ils viennent identifier. Une équipe de médecins de l'hôpital départemental de Mbouda a ensuite été dépêchée sur les lieux et le commandant de la brigade de Babajou, descendu sur le terrain ce 26 juin, a immédiatement ouvert une enquête afin d'en savoir plus sur ce drame. Et on reste en société. À Melon, dans le département du Mungo, la viande de bœuf a disparu des tables depuis plus de 2 semaines. Maintenant, elle se fait rare et il faut se déplacer pour la ville de Konsomba pour en avoir. Les bouchers à Melon sont en cessation temporaire d'activité et réclament un abattoir. Les précisions dans cet élément que nous proposent Arnaud Devariota et Luciano Djakou. Odile Magné est commerçante dans la ville de Melon. Son activité de vente du bouillon à la viande de bœuf est au ralenti depuis plus de 2 semaines par manque de viande. Très tôt ce matin, cette quinquagénaire se rend au marché dans l'espoir de trouver de la viande afin de renouer avec son activité. Mais la solution à cette pénurie semble ne pas être trouvée. Tous les jours, tu viens au marché, il n'y a pas la viande. Ça fait même 2 semaines. On vient au marché, on ne trouve pas la viande. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à cause des bouillons que je paye ma maison. Je paye ma locataire, je paye mes enfants. Il y a pas même mes enfants à l'école. Juste aujourd'hui, il n'y a pas la viande. Je ne sais pas pourquoi depuis 2 semaines, on ne tue pas le bœuf à Melon. Cette cessation des activités des bouchers de la ville de Melon met également en difficulté le jeune Isaac, braiseur de soya. Nous on souffre seulement. On ne fait rien. On ne sait pas comment faire. Parce qu'il n'y a pas la viande. Tous les jours, il n'y a pas la viande. Tous les jours, il n'y a pas la viande. Les bouchers, quant à eux, justifient cette cessation temporaire de leur activité par les difficultés auxquelles ils sont obligés de faire face pour satisfaire la clientèle qui a connu une augmentation considérable ces dernières années. Nous n'avions pas d'abattoir dans la ville-centre de Melon. Et nous parcourons des longues distances pour Bafang, des fois pour Konsamba ou pour Barré pour aller abattre. Et parfois même quand on va sur ces endroits pour aller abattre, nous courons beaucoup des énormes risques. Parfois même les bœufs s'enfuient et parfois même les bœufs essaient même de causer des accidents en route. En attendant que ce cri de détresse des bouchers soit entendu, pour manger de la viande de bœuf dans la ville de Melon désormais, il faut aller en Konsamba ou à Bafang. La colère pour les bouchers et le réconfort pour les pêcheurs, Mousgoum, récemment déguerpis de l'espace portuaire d'Essenguet, ont désormais un lieu de recasement. Ils seront accueillis à Sigabonjo. Ils ont reçu l'autorisation d'installation des mains du chef de cette localité, Narcisse Mouelekombi. David Sondio nous en dit plus sur les images de David Jonté. Ceci n'est pas une simple balade touristique sur le fleuve Vouri jusqu'à l'embouchure d'une came, mais une sorte de tour du propriétaire aux allures de présentation du lieu qui pourrait accueillir dans les jours à venir les pêcheurs Mousgoum déguerpis il y a quelque temps à Essenguet dans la zone portuaire de Douala. Le chef traditionnel Bwanja Singabonjo, Majesté Narcisse Mouelekombi, accueille ses frères de l'extrême nord dans le cadre du programme Les Trésors de l'eau. Nous avons été émus par la situation de nos frères de la communauté Mousgoum qui ont été victimes ou alors qui ont été sujets à une opération de déguerpissement sur l'aire d'Essenguet. Nous avons estimé que nous pouvions apporter notre contribution symbolique au recasement. Un moment d'échange culturel entre les deux peuples, surtout que les pêcheurs Mousgoum déguerpis de la zone portuaire de Douala trouvent en ce lieu un recasement. Il faut trouver de l'espace pour se recaser. Puisqu'il y a le fleuve, donc si c'est des pêcheurs, ils trouvent un espace pour leur activité.
il y a également des espaces pour faire l'agriculture. Déjà, il y en a qui sont là-bas pour extraire le sable du fleuve Voli et du fleuve Camp. Une culture qui doit être pérenne, c'est pourquoi l'association dans le projet des plus jeunes. Grâce à M. le ministre du Sport qui nous accueille humblement dans son village. Et nous sommes vraiment fiers parce que cet accueil-ci a été réservé vraiment très chaleureusement pour nous. Et nous allons repeupler et cohabiter avec ceux qui sont dans ce village. Partis de l'extrême nord, les pêcheurs qui exerçaient il y a encore quelques temps dans la zone des Sengue peuvent poursuivre aisément leur activité dans la vallée du Vouri. Ils ont reçu toute la bénédiction. En éducation, nous le disions en titre, le GCE est lancé. Les candidats font face aux épreuves écrites depuis ce matin. Pendant 3 semaines, l'examen se déroulera dans 87 centres identifiés dans la région du Sud-Ouest. Les villes de Limbe, Buea et Kumba enregistrent le plus grand nombre de candidats. C'est ce que nous précise dans cet élément Inès Ondouambala. Ils sont 41 000 candidats du sous-système anglophone qui vont à l'assaut du General Certificate of Education dans la région du Sud-Ouest. Pour décrocher le précieux sésame, ils affrontent depuis ce jour les épreuves écrites du GCE Ordinary Advanced Level. Si au GCE Board, les médias ne sont pas autorisés à faire des prises de vue, la descente du gouverneur au Kaliabilai dans les centres d'examen donne l'occasion à la presse de couvrir le déroulement de ces épreuves officielles. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest a fait le tour des centres écrits pour s'assurer du bon déroulement du GCE Ordinary Advanced Level Grammar and Technical. Nous avons visité quelques centres à Buea. Nous avons vu les candidats qui étaient en train de rédiger. Selon les encadreurs, le taux d'absence il est de l'ordre de 0,03%. Et nous voulons féliciter les parents, les encadreurs, les élèves. Et nous invitons donc toutes les parties prenantes à tenir la main sur ces examens qui ont bien commencé dans les 87 centres que comporte la région du Sud-Ouest, puissent continuer. Au Balingua Grammar School, Government Technical High School, PCSS et BHS de Buea, l'on enregistre cette année un taux élevé de participation. Pour cette première journée, les candidats du GCE affrontent les épreuves de Economics et Geology. C'est un calme studieux qui plane dans les centres de composition. Les candidats visiblement sereins jouent la carte de leur avenir. En attendant le dénouement le 16 juillet 2022, souhaitons déjà bonne chance à tous ces candidats. Allons à Yaoundé également prendre le pouls de cet examen avec Mariam Mazou et Constant Kamga qui nous parlent des épreuves d'Economics Paper 1 and 2 et Geology 1 and 2. Le sourire qu'affichent les visages de certains candidats après avoir affronté la première épreuve de cette session 2022 de l'examen du GCE Ordinary Advanced Level, équivalent au BEPC et baccalauréat, projette de l'espoir. Un début prometteur, explique-t-il. Quand je suis venu à l'école, je m'étais apprêté à la maison. La première épreuve ça s'est plutôt très bien déroulé. J'ai composé normalement ce que j'ai appris et ce que j'ai étudié en soirée. C'est venu et j'ai fait les efforts à répondre à ce que je ne connais pas. Mais toujours est-il que d'autres stressent un tout petit peu. A little bit stressful. Lors de notre passage ici, dans ce sous-centre d'examen vers 12 heures, les candidats du GCE Ordinary Level et GCE Advanced Level ont terminé la première épreuve de Economics ainsi que l'épreuve de Geology pour quelques candidats de Advanced Level. Hormis quelques cas d'absence enregistrés, dans l'ensemble, cet examen se déroule dans de bonnes conditions. Pour le Ordinary Level Economics, nous attendions 695 candidats et nous avons reçu 688 et 7 sont absents. Mais pour le Advanced Level, aucune absence n'a été enregistrée. Cet établissement reçoit également l'inspecteur général de service au ministère de l'enseignement secondaire qui est là pour évaluer l'engagement des différents intervenants ainsi que le bon déroulement des examens. L'examen GCE a bien commencé. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Nous avons visité quelques centres. Les surveillants sont là, les candidats sont là.
nous avons quelques cas d'absence. Pour les difficultés, pour le moment, il n'y a rien. L'examen qui a débuté ce lundi 28 juin prendra donc fin le 12 juillet prochain pour les 2 niveaux. Bonne chance donc à ces candidats à futurs chefs d'entreprise, on le souhaite. Et les entreprises camerounaises, pour le moment, ont du mal à se développer dans leur plénitude au Cameroun. Celles-ci dénoncent un mauvais climat des affaires lors de la 131e Assemblée générale du JICAM. Elles en ont fait mention tout en demandant à l'État de faire plus d'efforts pour améliorer ce cadre. Alain Ghislain Kanga et Henri Chinda nous expliquent. Le climat des affaires au Cameroun s'apparente à un sable mouvant. Les entreprises peinent à prendre le train de l'évolution. Ces entraves ont de nouveau été évoquées au cours de la 131e Assemblée générale ordinaire du groupement interpatronal du Cameroun ce lundi à Douala. Notamment la fiscalité qui est loin d'être incitative. On comprend, mesdames et messieurs, que lors des contrôles fiscaux, l'objectif de rendement fiscal est fixé d'avance. Il est fixé d'avance par l'inspecteur qui vient au contrôle. Avant même le début des travaux de contrôle. En d'autres termes, et pour reprendre le langage judiciaire, c'est que la sentence est prononcée avant même le jugement. Dans le chapelet de goulot d'étranglement, l'environnement financier incertain et l'environnement judiciaire pas rassurant. Une situation aggravée par la crise inflationniste qui a eu lieu juste après la Covid, due notamment aux plans de relance qui ont été mis en place notamment en Europe et en Amérique. Mais encore que la crise inflationniste vient d'être totalement aggravée par la crise sécuritaire en Ukraine, qui rend donc l'inflation d'autant plus forte que le pouvoir d'achat continue d'être en baisse de jour en jour. D'ailleurs, tout le monde peut le constater. Les prix grimpent au marché, c'est la flambée. Et quand c'est juste pas impossible de trouver les produits. Le président du JICAM a demandé aux entreprises de se mobiliser davantage afin d'être autonomes et de régler la dette intérieure fixée depuis octobre 2021 à 904 milliards de francs CFA. Et peut-être une rencontre qui fera du bien aux entreprises camerounaises, organisée par Business France. La première édition du forum d'affaires consacré au marché d'Afrique centrale s'est ouverte dans la capitale française. Les 28 et 29 juin, les chefs d'entreprise françaises et de l'Afrique centrale se réunissent à Paris avec la participation d'une forte délégation camerounaise. Eric Golf-Quachou nous fait le point de cette première édition. C'est l'effervescence ici à Paris à l'occasion du premier forum d'affaires en Afrique centrale. Les participants sont heureux de se retrouver physiquement après 2 années de réunions virtuelles en raison de la crise sanitaire. Organisé par Business France, ce premier forum d'affaires en Afrique centrale vise à stimuler l'investissement et la croissance durable. Durant 2 jours, cette rencontre entre les chefs d'entreprise françaises et de l'Afrique centrale permettra de détailler de grands projets porteurs et les niches sectorielles émergentes. Il permettra également de faire le point sur la manière de développer l'attractivité dans la zone et de partager les expériences de terrain. On voulait mettre en face des entreprises françaises qui peuvent créer du partenariat et du lien avec ces entreprises d'Afrique centrale. Le Cameroun est venu en force à ce forum. Une grosse délégation amenée par l'ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou, accompagné des cadres du ministère de l'économie, de la planification, du président de la Chambre des commerces, d'industrie, des mines et de l'artisanat, de la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements, de plusieurs maires et de plusieurs chefs d'entreprises privées. Il s'agit pour la délégation camerounaise de donner envie aux investisseurs potentiels de miser sur cette Afrique en miniature et de faire de notre pays la destination privilégiée des investisseurs français. Nous venons aussi pour prendre ce que nous pouvons prendre le plus ici dans ce marché français. C'est vrai, la France demeure un partenaire privilégié, c'est le deuxième partenaire après la Chine. Mais nous savons et nous pensons qu'il y a encore de l'espace, il y a encore des marges pour permettre aux entreprises françaises de s'inscrire dans la politique qui est la nôtre.
Près de 300 participants sont présents à ce premier forum d'affaires en Afrique centrale, qui se veut un cadre de partage d'expériences entre les entreprises françaises et les entreprises de l'Afrique centrale. Éric Fouachou depuis Paris pour Canada International. À votre suite, on parle toujours économie, lutte contre la vie chère, des ventes directes spéciales depuis ce 27 juin au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Une occasion pour les populations d'acheter à des coûts réduits des produits de grande consommation qui connaissent une flambée des prix en ce moment sur le marché. La mesure est prise par le ministre du Commerce pour renforcer le panier de la ménagère. Daniel Anissé-Boudier et Samuel Ebakissé pour cet élément. Pas de bousculade, contrairement à ce qu'on se serait attendu dès l'annonce des ventes directes spéciales de produits de grande consommation en contexte de vie chère. Des remises allant de 50 à 500 francs CFA sur des denrées comme le riz. C'est avec ce pick-up que Jean-Pierre est venu se ravitailler. Le riz qui est sur le marché, le riz que je viens d'acheter sur le marché, c'est 17 000 le sac. Et il nous laisse ici à 16 500. Certains gens vendent même à 17 500. Le secteur de la viande fait courir lui aussi. Ici, on note une différence de prix allant jusqu'à 500 francs par rapport à ceux pratiqués actuellement sur le marché. 2800, ici on vend, et après hausse 2300. Tu sais, au marché, on vend viande avec hausse 3000 et 3500. Donc nous, c'est les ministères qui a décidé que nous avons bien essayé d'aider la population, comme tout, beaucoup de choses à acheter. Cependant, l'huile végétale vendue à 1450 francs le litre ne fait toujours pas l'unanimité. On vend à 1600. Je sais que nous on le vit. C'est pourquoi nous on le vit. On ne peut pas. Tu vends à 1500, c'est pas normal. Je quitte à Ouaskali, en Kolanga, vous venez acheter l'huile ici à 1500, c'est trop cher. Des clients comme André avouent même leur déception. On se serait attendu à avoir un prix affiché peut-être de 1300, pourquoi pas, par litre. Voilà, c'est le souhait de tous les ménages. Et même le prix au carton, vous voyez bien qu'il n'y a aucune remise ou une réduction accordée pour celui qui prend un carton. C'est quasiment le prix unitaire x 15. Donc, quasiment il n'y a pas d'avantage à prendre le carton. Les ventes directes spéciales engagées ce 27 juin au boulevard du 20 mai vont se dérouler pendant un mois. Une mesure du ministère du Commerce pour aider le citoyen camerounais à supporter le coût de la vie. Un mot en religion. Après Garoua, c'était au tour des pèlerins en partance de l'aéroport international de Yaoundé de décoller pour la Mecque ce 28 juin. Le vol avec à bord 269 pèlerins est entré dans les airs aux environs de 14 h ce mardi à partir de l'aéroport international de Yaoundé. Karel Mezatia-Tchoya, Michel Foucault. Ils sont organisés par groupe, ils se distinguent les uns des autres, soit à travers des tenues, soit à travers des couleurs ou encore des voiles pour les femmes. Des pèlerins en partance pour la Terre Sainte en Arabie Saoudite, encadrés ici à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par des agents désignés par la Commission nationale du Hajj que chapeaute le ministre de l'administration territoriale. Leur rôle ? Accompagner les pèlerins en Arabie Saoudite sur les lieux saints. Donc pour permettre aux pèlerins, à ceux-ci, de pouvoir effectuer le Hajj, les rites du Hajj, conformément aux principes islamiques. Pas d'incident à l'horizon ici, dans la zone de tri-bagages aussi. Paula Tanganji a pu s'en rendre compte après un tour du propriétaire. Le patron de la préfectorale veille au grain pour un déroulement sans heurte de ces moments d'élévation et de prière des pèlerins camerounais. C'est ma première fois, donc je suis excité. Je suis vraiment très contente d'aller à la Mecque. Je vais accomplir, n'est-ce pas, le 5e pilier, n'est-ce pas, de l'islam. Je me sens déjà à la Mecque. Je remercie le gouvernement camerounais qui nous a aidés. C'est donc avec enthousiasme que ces 268 passagers embarquent. La toute première fois que des pèlerins camerounais s'envolent pour la Mecque à partir de la capitale. C'est une innovation et grâce à cette haute directive du chef de l'État, les pèlerins sont très contents. Vous avez vu qu'ils disent que pour la première fois, ils peuvent voyager à partir de Yaoundé. Et je crois que c'est un Hajj spécial. Ces pèlerins vont rejoindre les 1000 autres partis de Garoua dimanche dernier. Une troisième vague partira de l'aéroport international de Douala ce mercredi. En rappel, 4252 Camerounais au total seront du voyage pour le Hajj cette année. Parmi eux, 2700 à la charge du gouvernement.
Intéressons-nous à présent à la campagne de vaccination contre la poliomyélite. La délégation régionale de la santé publique pour le littoral a fait un plaidoyer auprès des autorités de la région. Question d'inviter ces derniers à sensibiliser les populations à être réceptifs au vaccin, à mieux accueillir les agents vaccinateurs qui vont sillonner les quartiers. Je vous propose d'écouter Françoise Baïra, chef service des affaires économiques, culturelles et sportives de la région du littoral. À chaque échelle, il y aura un plaidoyer. On a un plaidoyer ici, au niveau de la région du littoral. Les plaidoyers sont faits au niveau des arrondissements et des districts pour être le plus près possible de la cible. Et le message qu'on veut passer, c'est de réserver un très bon accueil aux vaccinateurs, parce qu'ils ne sont pas là pour faire du mal aux enfants, et que les parents essayent de voir la difficulté qu'il y a de cette maladie est handicapante. La difficulté qu'il y a lorsqu'un enfant ne peut pas se déplacer de lui-même, d'avoir cette perspective dans l'avenir, et l'État ainsi que les partenaires prennent toutes les dispositions pour que le futur citoyen soit en bonne santé pour apporter tout son potentiel à la construction du pays. On parle justement de la santé chez les enfants. Les pluies sont de retour et celles-ci entraînent une humidité à l'origine de plusieurs maladies liées à la saison. Tout le monde est exposé, mais beaucoup plus les enfants. Et chaque parent prend des dispositions pour mettre à l'abri ses petits. Mireille Flore Desfofotso et Marius Kosso ont rencontré un médecin pédiatre qui reçoit des enfants en consultation. La saison des pluies est là et elle arrive avec son lot de maladies. Les enfants sont les plus affectés à cause de leur système immunitaire faible. Les bobos que nous avons rencontrés, le plus souvent, nous avons la grippe. La grippe qu'on appelle généralement la rhinite. La saison des pluies continue, plus la transmission aussi sera présente. On aura le paludisme, on retrouvera aussi les affections, les mycoses. Mycoses, affections cutanées, on aura une affection, une atteinte des ongles, de la peau, du cuir chevelu. On retrouvera aussi les miasmes. Les miasmes qui sont dus à des larves de mouches qui vont soit se déposer directement sur la peau, bien sûr, des vêtements. Et comme nous sommes en saison de pluie, il faudra d'abord que les vêtements soient bien secs et qu'ils puissent être repassés par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? S'agissant de la grippe, ce qu'il faut faire en général quand on est grippé, quand on a le nez bouché, il faut se moucher. Pour les plus petits, il faudrait accompagner les enfants, les aider à pouvoir se moucher, c'est-à-dire faire un lavage nasal qui vise à désobstruer les voies respiratoires afin de faire sortir tout le mucus ou bien toute la morve qui est accumulée. S'il y a une fièvre, on peut donner du paracétamol. Les parents conscients de cette fragilité des enfants jouent la carte de la prévention. Les dispositions sont de prévenir le palu par rapport aux pluies qui arrivent. Si certains font recours aux pharmacies, quelques-uns sollicitent les plantes et autres médicaments traditionnels. On essaie de faire les mesures de prévention. Il n'y a que les produits naturels, pharmaceutiques, les herbes en général. C'est de ça qu'on utilise présentement. Parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour aller dans les pharmacies et tout. Il y a par exemple le quinqueliba, la pierre noire et les herbes pharmaceutiques là. C'est ça qu'on prépare et les enfants essaient d'utiliser. On les donne demi-verre chaque matin. La prévention, c'est aussi les vêtements chauds et le respect des règles d'hygiène élémentaires. J'ai acheté les pulls pour mes enfants et le Lutacol et avec le menthol, puisque la saison pluvieuse est elle est froide quoi, pour protéger les enfants contre la fraîcheur. C'est parti ainsi pour 3 mois, le temps que mettra la saison des pluies, et les parents sont appelés à être vigilants vis-à-vis de leurs enfants. Des milliers de diplomates camerounais étrangers formés et recyclés, de nouvelles filières créées au profit des étudiants, entre autres réalisations de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun en 50 ans d'existence. Une célébration placée sous le thème « La diplomatie camerounaise sous le président Paul Biya, un humaniste pragmatique au service de la paix et du développement ». D'autres précisions avec Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zibou. La plaque commémorative ici dévoilée retrace l'histoire de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun.
50 ans d'existence, Lyric a laissé des traces partout dans le monde. Lyric a formé ou recyclé près de 10 000 diplomates et spécialistes des métiers de l'international. Donc, 7 800 Camerounais et 2 100 étrangers de 48 nationalités. Des chiffres fort évocateurs. Des étudiants en diplomatie d'hier, devenus des grands d'aujourd'hui. Ils sont devenus ces anciens étudiants qui, ministres, il y en a dans la salle, qui, ambassadeurs, il y en a dans la salle, qui, hauts fonctionnaires internationaux, qui, consultants, experts, conseillers, enseignants, communicants, chercheurs et journalistes. L'Institut des relations internationales, à travers ses résultats à Guiche. Le Gabon, invité à cette célébration, souhaite s'abreuver à sa source. Nous devons assumer brillamment la grande responsabilité qui est la nôtre de transmettre la connaissance et le savoir aux prochaines générations. Merci. Ainsi, je vais aussi juste vous annoncer l'accord du gouvernement gabonais à travers le ministère de la Charge pour le renouvellement de la convention de partenariat entre nos ministères et notre institution, le ministère des Affaires étrangères gabonaises. Cette cérémonie de lancement officiel des activités marquant le cinquantenaire de cet institut sont surtout l'occasion de récompenses. Des palmes d'or sont remis à ceux qui ont contribué à porter haut le standard de Lyric. Et le ministre des Relations extérieures représentait le président de la République à cette cérémonie fort courue à l'amphithéâtre 500, nouvellement mis en service pour la circonstance. Du message du chef de l'État lu par Mbela le Jeune, on retient l'introduction de nouvelles filières pour ouvrir l'accès à l'emploi dans différents domaines. Et de ce creuset de la diplomatie camerounaise, allons à l'étranger justement. En Guinée-Conakry, le gouvernement opte pour l'apaisement des tensions dans un contexte où le Front national pour la défense de la Constitution suspend son appel à manifestation. En Ukraine, un centre commercial en feu après une frappe de missile dans la région de Poltava. Bilan 13 morts. Lil Piedjou et Calvin Tekam signent Escalmonde de ce soir. Un bombardement russe fait au moins 13 morts et plus de 40 blessés dans un centre commercial dans le centre de l'Ukraine, selon les autorités locales. Provoquant ainsi une vive condamnation des pays du G7 réunis en Allemagne. Le Premier ministre Mohamed Beavogui rencontre les partis politiques pour apaiser les tensions. Nous avons déjà mis un conseil interministériel en place, un groupe de collègues. Nous allons affiner le groupe au fur et à mesure qu'on avance. Il faut que, de votre côté aussi, vous vous organisiez. Le gouvernement compte sur la bonne foi de tous les participants de cette concertation. La coordination nationale du FNDC, tout en saluant la main tendue du gouvernement, encourage les autorités de la transition à tout mettre en œuvre pour accepter la facilitation de la CEDEAO. Un cadre de dialogue, on ne peut pas dialoguer quand il n'y a pas un cadre. Mais le Premier ministre dit que la prochaine fois, la prochaine réunion, c'est le vendredi, je ne sais pas, 1er juin, et que les gens doivent encore aller se retrouver entre eux, envoyer encore des contributions. Il n'y a pas de volonté, c'est une déception totale. Mais je pense que nous avons bien fait de participer. La réunion arrive quelques jours après que le Front national pour la défense de la Constitution ait suspendu son appel à une manifestation qui s'annonçait comme le premier grand rassemblement de la protestation sous le gouvernement de transition au pouvoir. Patrice Lumumba, honoré à Kinshasa, ce mardi marque la dernière étape du périple de son cercueil en République démocratique du Congo. Le cercueil est arrivé lundi à Kinshasa pour un pèlerinage mémoriel qui a retracé la vie du héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mes frères et sœurs, on a accompli un devoir qu'on devrait accomplir depuis très longtemps. Le devoir des enfants, c'est d'enterrer leurs parents pour que leur âme se repose en paix. Et
avec beaucoup de temps, mais enfin on l'a fait. C'était là, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité au Cameroun et dans le monde. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 19h50 et merci de votre fidélité au programme de Canal 2 International qui se poursuivent. Dès demain, retrouvez le cycle de l'information à 13h, le journal bilingue présenté par Regina Leke, Junior Rossin. À 15h30, l'ensemble des correspondants de Canal 2 International vous donne rendez-vous pour Écho des régions. Le journal en langue anglaise, c'est à 18h15 avec Gladys Ambo. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, pour l'information la meilleure. Et c'est sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à vous.